moi, ça a été très dur de changer ma mentalité, de dire, Jeff, à l'intérieur de toi, c'est possible de réussir dans la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Brains Need Fuel, un espace où on a des conversations enrichissantes qui vont vous permettre d'alimenter votre cerveau, votre esprit et où on partage justement le parcours de personnes inspirantes dans notre communauté. Aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon jeune âge, on a grandi dans le même quartier. Dans cet épisode, on parle d'immobilier, on parle justement des difficultés qu'il a eu à traverser au cours de sa vie, on parle comment justement sa foi chrétienne l'a aidé à traverser différentes phases de sa vie. Alors, c'est vraiment un épisode à ne pas manquer. Et sans plus tarder, commençons. Alors, aujourd'hui, je suis avec Jeffrey Pierre. Comment ça va, bro? Ça va bien, toi? Ça va, man. Yeah. So, pour commencer, j'aimerais un peu t'expliquer aux gens, c'est d'où tu viens, où tu as grandi. Moi, je viens d'un quartier qu'on appelle Saint-Léonard, à Montréal. J'ai grandi là une bonne partie de ma vie. Jusqu'à temps que ma mère puis mon père se séparent. So, après, j'ai déménagé. J'étais à Hochelaga. Après, j'étais à Saint-Michel. Après, je suis parti une petite période à Montréal-Nord. Je suis revenu à Saint-Michel. Puis après, j'ai fini à Terrebonne. So, ouais, j'ai bougé beaucoup là, dans ma jeunesse. So, t'as fait un peu de tous les quartiers à Montréal. Quand même. Yeah. Mais c'est quand même fou de dire ça. Comme, on se connaît depuis quand même un bon bout de temps, tu vois. On a grandi avec des amis en commun, des connaissances en commun. So, maintenant, de pouvoir justement t'inviter à mon podcast, c'est un bon moment pour moi. Puis ça montre comment tu as grandi. Maintenant, tu es entrepreneur immobilier. Yeah. Alors, j'aimerais aussi toucher sur ça. C'est quoi qui t'a attiré justement vers le secteur de l'immobilier et de l'entrepreneuriat en général? Très bonne question. Moi, à l'âge de 18 ans, j'ai été au cégep Montmorency. Puis malheureusement, j'avais pas de bonnes notes. So, ils m'ont mis dehors. Ils m'ont dit, malheureusement, tu remplis pas les critères d'un bon élève. So, on va devoir te mettre dehors. Puis c'est vrai, je niaisais un peu. J'étais pas sérieux à l'école. Mais honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose qui s'est passée dans ma vie. Puis moi, j'ai toujours aimé apprendre. Apprendre des gens qui réussissent. Puis moi, je me suis dit, oui, j'arrête d'aller à l'école, j'arrête de suivre le chemin traditionnel, mais laisse-moi continuer d'apprendre, mais apprendre des gens qui réussissent déjà, des gens qui réussissent quand même à des hauts niveaux. Puis depuis tout jeune, je pense l'argent m'a toujours intéressé, les gens qui réussissent m'a toujours intéressé. Moi, je viens de Saint-Léonard, puis Saint-Léonard, tu peux voir quand même la différence entre les gens riches et les gens pauvres. Puis à Saint-Léonard, les gens qui sont riches, c'est beaucoup des Italiens. Puis tu pouvais voir les quartiers où est-ce qu'ils habitaient, tu pouvais voir les autos qui roulaient, tu pouvais voir les écoles qu'ils allaient. Tu pouvais voir la différence entre moi qui étais à Saint-Léonard dans un quartier défavorisé, puis je pouvais voir un Italien qui était dans un quartier riche. Puis très jeune, j'ai vu cette différence-là, puis je me suis dit, ben, je veux pas habiter sur Vieux, tu comprends? Je veux habiter dans l'autre côté, dans les quartiers où est-ce qu'il y a des belles maisons. Puis ça m'a toujours intéressé, ce monde-là. Puis en grandissant, ben, après, on avait la télé, on pouvait voir le succès des joueurs de basket, les succès des rappeurs, des célébrités. So, très jeune, j'avais cette conscience-là qu'un jour, je voulais être riche. À l'âge de 18 ans, quand ils m'ont mis dehors du cégep, je me suis dit, ben, je vais étudier les gens qui réussissent dans ce monde-là. Je vais étudier les gens qui font quelque chose de sérieux, qui ont créé des grandes choses, qui ont développé des grandes entreprises. Puis j'ai eu la chance de démarrer ma première entreprise, c'était dans du network marketing, je vendais du café. Puis ça a été, je pense, l'ouverture à le monde entrepreneurial. Ça m'a permis de faire beaucoup de développement personnel, d'étudier les gens qui réussissent, de lire beaucoup de livres, d'écouter beaucoup de podcasts, des conférences, aller dans des conférences. Je pense juste en conférence, depuis j'ai 18 ans à aujourd'hui, j'ai peut-être mis 100 000 $. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, depuis, j'ai au moins mis 100 000 $. Pour moi, c'est comme aller à l'école, tu comprends? Quelqu'un va aller étudier en médecine, il va mettre le même nombre d'argent. C'était un peu comme ça, je suis rentré dans ce monde-là. Non, c'est fou. Et tu as touché à beaucoup de points. Moi, j'ai aimé le fait que tu es resté vraiment aware de ce qui se passait autour de toi. Tu as dit, on a grandi à Saint-Léonard, justement, de voir que, oui, il y avait peut-être ce côté-là un peu plus défavorisé, mais il y avait aussi des gens qui faisaient de l'argent. Alors, tu as pu voir que
c'est possible pour moi d'être comme ces gens-là. 100%. Et tu as parlé aussi un peu du système éducatif, comment toi, tu étais à Montmorency et nécessairement, tu n'avais pas des bonnes notes. Et ça me rappelle, j'avais un professeur qui était à l'université. Et ce professeur-là, il nous parlait souvent de... Lui, il aimait pas trop les profs qui avaient juste eu leur diplôme et après, ils sont devenus professeurs. Ils étaient comme... Ils connaissent rien un peu du monde dans le marché. Tu vois, toi, moi, j'étudie en business, en marketing. C'est comme... C'est quoi que ce professeur-là va pouvoir t'apprendre au niveau du marketing s'il n'a pas eu à aller travailler vraiment dans ce secteur-là, tu vois? Parce qu'il dit, il y a des trucs que tu apprends à l'école qui vont pas nécessairement être applicatifs dans ta vie professionnelle. 100%. Alors, pour toi, de comprendre que ton éducation ne s'arrête pas dans les bancs scolaires, mais que ça se poursuit au-delà de ça. Tu comprends, aller chercher des formations par toi-même, participer à des conférences. Tu as dit que tu as pu investir plus de 100 000 $ dans des conférences. Comme beaucoup de gens ont peur, Ben oui, 100%. on va se dire. Comme, 100%. et c'est facile aussi avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de tomber dans un scam, on dirait. Tu vois? Alors, ça bloque beaucoup de gens de pouvoir investir. Alors... Tu as dit que tu avais commencé un peu avec le network marketing et tout ça. C'est quoi qui t'a après fait shifter justement dans l'immobilier? Bonne question. Et surtout les flips de promesses d'achat et tout ça. Bonne question. Je pense, qu'est-ce qui m'a permis de faire cette transition-là, c'est que malgré que j'avais cette compagnie de café, disons que je faisais du network marketing, j'étais beaucoup dans... le développement personnel et pas assez dans l'action. Puis, c'est un domaine qui est quand même très difficile à réussir à Montréal. Puis, moi, j'ai fait 5 ans dans ce domaine-là, 5 ou 6 ans, puis j'ai pas fait beaucoup d'argent. À peine je pouvais vivre de ça. Mais l'aspect développement, d'apprentissage, développement personnel, comprendre l'entrepreneuriat, ça, j'étudiais comme un fou. Puis, à un moment donné, 6 ans plus tard, 5-6 ans plus tard, j'ai décidé de changer de domaine, de partir ailleurs. Puis j'avais lu un livre sur justement le wholesale. Je pense que j'ai vu une vidéo dans le temps là, sur Instagram peut-être ou YouTube. Puis j'étais tombé sur du real estate wholesaling aux États-Unis. Puis ça m'avait toujours intéressé de rentrer dans ce domaine-là. Moi, j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail qui pouvait me permettre de rentrer dans l'investissement immobilier. Mais j'étais un hustler. Je pouvais parler, je pouvais vendre quelque chose, je pouvais communiquer. Puis le wholesale, c'est un petit peu ça, de pas avoir peur de parler avec des vendeurs, puis parler avec des investisseurs. Il fallait juste comprendre comment être le middleman, puis de présenter les bonnes opportunités aux investisseurs. Moi, je comprenais ça parce que j'avais lu dans ce livre-là. Mais quand c'était le temps de maintenant le mettre en application, c'était beaucoup américain. Nous, on est au Québec, les lois sont différentes, les règlements sont différents. So, à chaque fois que je parlais à des courtiers immobiliers, à des gens qui étaient dans le domaine, mais ils me disaient toujours, Jeff, c'est illégal. Jeff, on peut pas faire ça. Jeff, t'as pas le droit au Québec. C'est juste aux États-Unis que ça fonctionne. Puis, à un moment donné, en 2020, moi, j'ai fait une affaire de fou. Là. Je me suis dit, tu sais quoi, l'immobilier m'intéresse. J'ai pas d'argent, j'ai aucune expérience, mais fuck that, je veux rentrer dans ce domaine-là. Je vais aller all-in. J'avais pris une formation en 2019, 2020, début 2020, sur l'immobilier. J'étais avec mon ami Teddy Omer, qui est courtier immobilier. Puis j'ai dit, bro, on y va, on figure it out, tu comprends? On rentre là-dedans, puis on figure it out. Puis je lui ai dit, tu sais quoi, fuck that. Puis le premier, quand moi j'ai quitté mon travail, en 2020, j'ai quitté ma job, puis j'ai vraiment été par la foi, là. Je me suis dit, tu sais quoi, 2020, c'est l'année que je rentre, c'est avant Covid, avant tout ça. Je me dis, 2020, c'est l'année que je rentre dans l'immobilier, que je vais faire un deal, no matter what, je vais travailler fort, puis je vais figure it out. So, janvier, février, je quitte ma job. Je me suis dit, avant de rentrer dans le domaine, mais j'allais apprendre de Grant Cardone. Puis Grant Cardone, il crée ça. C'est ma première fois, j'allais à sa conférence 10X, GrowthCon. Puis j'étais avec 2 courtiers immobiliers, Teddy, puis... Celle-là, c'était où? C'était à Vegas. C'était à Vegas, cette conférence-là. Puis je pense que j'avais même pas d'argent dans ce temps-là. Je pense que c'était Teddy qui m'avait payé la conférence, le billet de la conférence. Puis moi, j'avais payé mon billet d'avion. Puis j'ai été là-bas, puis j'ai dit, bro, fuck that, je vais par la foi. Bro, je suis revenu. J'étais tellement... mindé et motivé pour rentrer dans le domaine que je pense 1 à 2 semaines plus tard, j'avais trouvé une opportunité de flip. Donc le plan, c'était d'acheter la propriété, la rénover, puis de la revendre sur le marché. Je parlais même pas encore de wholesale, de flip de promesses d'achat en français. Je connaissais pas encore
trop ça. Je savais même pas si ça se faisait même au Québec. Mais je me suis dit, tu sais quoi, on va juste faire un flip. Donc, on va trouver une opportunité à un bon prix, on va la rénover, puis on va la vendre plus cher. Ça, c'était l'objectif. Je reviens au Québec, je pense 1 à 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, puis c'est la fin du monde. Covid est arrivé, tout a crash, le marché boursier a crash. On savait, nous, on s'est comme, on a signé une promesse d'achat. On sait pas qu'est-ce qui se passe avec le marché immobilier. Est-ce que c'était un bon deal? Est-ce que c'est pas un bon deal? On fait juste non, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis on décide je sais même pas, il s'est rien passé avec le vendeur. Le vendeur nous a jamais réécrit. J'ai jamais réécrit au vendeur. On a juste laissé ça mort. Puis moi, je suis tombé un peu en dépression. J'étais comme, bro, j'avais un objectif, j'avais un but, j'avais une vision. Moi, l'immobilier, c'est ça que je voulais faire. Puis là, c'est la fin du monde. On peut même pas sortir de la maison. Puis j'étais comme, bro, qu'est-ce que je vais faire? Puis ça a duré un peu, je pense, 3 mois. 3 mois à la maison, à essayer de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux figure out, comment je vais sortir de là. Puis un moment donné, après 3 mois là, de jouer aux jeux vidéo, puis d'être à la maison, puis écouter des films, des séries, je me suis dit, Jeff, tu sais quoi? La planète est peut-être arrêtée, mais toi, tu devrais pas arrêter. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Pour de vrai, j'ai rien à perdre, tu comprends? Laisse-moi retrouver une nouvelle opportunité. J'ai commencé à envoyer des flyers, à envoyer des lettres, essayer de trouver une opportunité. Puis vers l'été, j'ai trouvé un deal. Le but, c'était la même chose. Acheter la propriété, la rénover, puis de la revendre. Ça, c'était l'objectif. En faisant nos démarches, en faisant nos analyses, on avait trouvé un deal à 150 000. Puis en faisant une inspection, puis l'évaluation des rénovations, on réalise qu'il y a trop de réno à mettre. Puis on n'avait pas assez d'argent pour faire les rénovations pour pouvoir augmenter la valeur. Puis Teddy, il venait avec le capital pour les rénovations, puis il réalise on n'a pas assez d'argent. Puis en faisant ça, je lui ai dit, tu sais quoi, bro, c'est peut-être un problème pour nous, mais c'est une solution pour quelqu'un d'autre qui a les reins plus solides que nous. J'ai dit, tu sais quoi, bro, je vais trouver un investisseur. Je vais trouver quelqu'un qui va nous payer pour cette opportunité-là. Parce que moi, j'avais signé le deal à 150 000, un duplex à Laval. C'était juste un crazy deal. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va me donner 20 000 $ de plus. L'objectif était de revendre ça à 170 000. Puis moi, j'allais faire un 20 000. Le lendemain, j'ai trouvé quelqu'un. J'étais sur Facebook Marketplace, j'ai appelé des coursiers. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit, moi, je suis prêt à venir visiter ton deal. Il est venu visiter le deal, puis il m'a dit, moi, je suis prêt à t'acheter ton deal, mais à 161 000 $. C'était 11 000 $ de plus que moi, j'avais fait mon offre d'achat. Maintenant, j'avais un problème. Il y avait un investisseur qui était prêt à m'acheter le deal pour 11 000, mais le côté légal, j'avais aucune idée quoi faire. Comment ça fonctionnait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un avocat en droit immobilier. Puis je lui ai expliqué ma situation. Puis lui, il faisait ça des contrats de cession. Donc, c'est un contrat qu'il te fallait pour vendre ton offre d'achat à un investisseur. Puis c'était 1 000 $. J'ai payé monsieur son 1 000 $. On a passé 1 heure ensemble. 1 heure le plus cher que j'ai payé de ma vie. C'est 1 heure, mais tout l'aspect légal, je l'avais maintenant. J'avais un contrat, puis j'avais un autre contrat pour vendre mon offre d'achat. Puis boum, je vais pas dire en quelques instants, mais pour la première fois, je venais de créer de l'argent out of nowhere. J'avais trouvé une opportunité, puis je venais de faire 11 000 $ pour la première fois de ma vie. J'étais comme shit. C'est fou. Wow. Non, mais moi, ce que je trouve vraiment impressionnant dans ce que tu as dit dans ton histoire, c'est que tu avais une idée qui était innovateur justement au Québec. Tu dis, t'es revenu ici, tu connaissais personne qui faisait ça, tu savais même pas si c'était légal ou pas, mais à un moment donné, tu as juste dit, je vais aller, je vais foncer, je vais trouver une solution. T'es parti, tu as fait tes phone calls, tu as trouvé quelqu'un. Maintenant, tu t'es pas arrêté là en disant, c'est pas possible, tu es comme, ok, ouais, qui peut me donner la réponse à la question que j'ai pour savoir si c'est possible de faire ça ou pas? Tu as trouvé, t'as fait ton 11 000. C'est tout. Et ça s'est passé comme ça. Bro, on est devenu fous, man. On est devenu fous, man. Bro, à chaque mois, on avait des nouveaux deals, bro. Bro, on est devenu fous, man. Honnêtement, ça a juste ouvert la porte pour d'autres deals. Puis je suis comme... Honnêtement, je suis grateful d'avoir sauté, d'avoir pris ce risque-là. Plusieurs personnes me disent, Jeff, t'es fou d'avoir quitté ta job. Yo, Covid était là. Comme, ça aurait pu être juste fou, là, tu comprends? Mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Puis je suis reconnaissant d'avoir pris ce risque-là aujourd'hui. Mais c'est ça la base de la foi aussi, c'est de croire comme si tu vois pas encore le bout du tunnel, tu vois pas encore c'est quoi la lumière qui se trouve au bout, mais tu décides juste de trust et après tu vois les fruits. Il y a un truc aussi, tu as parlé
que je trouve que c'est assez important. Je voulais toucher sur ça. Tu as dit que tu es passé à la conférence de Grant Cardone. Je voulais te demander, c'est quelle importance que toi, tu mets à avoir des mentors dans la vie? Que ça soit au niveau de business ou même développement personnel, justement. Bro, je sais même pas à quel point, comme beaucoup de personnes, je pense, négligent cet aspect-là. Puis je suis là aujourd'hui, assis dans ton podcast, à cause de ces gens-là, à cause des mentors. Moi, surtout quand tu grandis dans un quartier où est-ce que autour de toi, c'est que du négatif. Il y a la criminalité à son plus haut, l'affaire de l'argent illégal est à son plus haut. Tu regardes les gens du quartier, tu vois pas genre d'issue, tu penses pas que wow, comment ça peut être possible de sortir de ma situation. Tu travailles, mais tu fais pas assez d'argent pour... je regarde les salaires moyens des gens qu'ils ont pour essayer de juste survivre dans la ville où est-ce qu'on est. Puis je suis comme, bro, c'est quelqu'un qui grandit dans cet environnement-là et que t'as pas d'argent pour nourrir tes enfants. Moi, ça a été très dur de changer ma mentalité, de dire, Jeff, à l'intérieur de toi, c'est possible de réussir dans la vie. So, ce challenge mental, parce que pour moi, tout est mental, cette différence, ce déclic mental de dire, yo, je suis capable de sortir de mon hood, je suis capable de sortir de ma pauvreté, je suis capable de sortir du cercle vicieux que je suis. Sortir de là, pour moi, ça a été très, très, très difficile. Puis, honnêtement, c'est grâce à mes mentors, grâce à les gens dans mon entourage qui réussissaient à des hauts niveaux. Puis, j'étais comme, bro, si ces gars-là, ils ont été capables, je suis capable. Ils respirent le même air que moi, ils ont les mêmes 24 heures que moi, ils ont juste plus de skills que moi que je suis prêt à apprendre. Tu comprends? Puis je me suis mis dans des positions que, whatever the cost, si j'ai la capacité de le payer pour apprendre le skills que j'ai besoin pour faire de l'argent, je vais le payer. Tu comprends? Parce que si je regarde, personne dans ma famille est riche. Il y a zéro. Aucun membre de ma famille est riche. Puis si les gens font de l'argent dans ma famille, qu'ils ont fait beaucoup d'argent, c'est illégal. Puis moi, je voulais changer ça. Je voulais être plus que ça. Je voulais faire mieux que ça. Puis quand je regarde des gens qui sont riches, je suis comme, bro, ce sont des humains comme toi et moi. Exactement. Ils ont juste décidé de prendre des décisions différentes, de ne pas avoir peur de faire les actions qui sont nécessaires. Mais après, c'est des gens c'est des gens de cœur, c'est des gens qui sont surtout les mentors qui sont prêts à partager la connaissance. Parce que je connais aussi plein de gars qui font énormément d'argent, mais qui gardent ça pour eux, qui partagent pas, ils roulent dans leur Ferrari, ils roulent dans leur Lambo, ils roulent dans leur Rolls Royce, ils habitent dans des full mansions, puis ils parlent pas, ils partagent pas la connaissance. Surtout quand tu viens d'un quartier défavorisé. C'est là, je trouve qu'il y a vraiment une grande importance. Comme tu as dit, tu vois, comme on connaît des gens genre de notre milieu, c'est difficile pour nous de pouvoir nous visualiser, justement, atteindre certains objectifs parce qu'on ne connaît pas des personnes dans notre day-to-day qui sont arrivées là, tu vois. Alors, dans le day-to-day qu'on vit, les gens qui font de l'argent, surtout quand tu viens d'un quartier défavorisé, les gens qui font de l'argent, c'est les gens qui font de l'argent illégalement. C'est illégal. Puis c'est un peu comme le seul, un peu issue aussi, comme qu'on voit, c'est notre seule issue. On est comme les gens qu'on connaît qui font de l'argent, ils font ça. 100%. On va juste faire la même chose. 100%. Mais c'est ça aussi de ne pas tomber dans le piège, je pense. On parle encore de réseaux sociaux, comment les gens disent clique, tu peux suivre l'information pour faire de l'argent rapide. Puis même là, tu parles de ton processus. Peut-être tu as commencé justement dans l'immobilier, tu as dit en 2020, mais avant ça, tu as fait justement ton processus entrepreneuriat avec l'entreprise de café, 100%. Tu vois. Alors, c'est quand même un slow grind. C'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Ça m'a pris 7 ans pour faire de la vraie argent, tu comprends? Puis même encore là, je dis, de la vraie argent, bro, quand je regarde mes montants, je fais pas l'argent. C'est vrai, c'est un vrai processus. Non, on a parlé live de mentorship. Là, maintenant, je sais que tu as des formations justement qui sont disponibles sur tes réseaux sociaux et tout. Je vois, tu shares les links. J'aimerais un peu savoir pourquoi les gens devraient justement choisir ta formation au lieu des autres formations. Parce que j'ai l'impression, des fois, les gens ont justement leur mindset bloqué, se dire que ça, c'est une formation comme les autres. Ça va rien m'apporter de nouveau, ça va rien m'apporter. Ça va pas m'apporter une réelle valeur. Bro, une des raisons de pourquoi moi j'ai décidé de
créé cette formation-là, c'est que si on parle juste de facts puis de réalité, l'immobilier, c'est pas un domaine que tu vas avoir beaucoup d'immigrants. Ouais. Moi, quand je m'en vais dans des séminaires d'immobilier, on est peut-être 5 dans la salle qui sont noirs. Puis tu as 2 arabes, un latino. Là. Puis, veux pas, tous les blancs au Québec, ils sont en majorité, tu comprends? Quand tu regardes le pourcentage de c'est quoi la race qui possède le plus d'immobilier? Moi, je suis un gars de beaucoup de statistiques, puis j'aime ça regarder les statistiques. Quand tu regardes la nationalité qui possède le plus d'immobilier au Québec, ben c'est les Blancs, tu comprends? C'est normal. Ouais. On est au Québec, la majorité des gens sont Blancs, c'est normal, tu comprends? Les gens qui connaissent bien le domaine, qui ont réussi dans le domaine au Québec, c'est les Blancs, tu comprends? Que ce soit des Juifs, que ce soit des Québécois ou des Italiens, peu importe, c'est des gens qui ont fait le travail. Ouais. Puis il y en a dans ces communautés-là qui sont excellents, puis qui, je pense que sont les meilleurs dans leur domaine. Puis moi, j'ai aucun problème d'apprendre de quelqu'un d'une autre nationalité. Moi, la couleur, j'en ai rien à foutre. Là. Ouais. Si tu as un skills à m'apprendre, si tu as quelque chose et que tu es willing de partager l'information, bro, dis-moi le prix, je vais te le payer. Là. Je suis prêt à apprendre. Si tu as le cœur sincère d'aider réellement, moi, je suis all-in, tu comprends? Puis, malheureusement, je trouve que les gens de la communauté, les Noirs, les immigrants, ils ont beaucoup peur des fois de rentrer dans ces sphères-là parce qu'ils ne sentent pas le lien d'attachement. Il y en a que je dis ça parce que, je sais pas, sûrement ça peut être malaisant, peut-être ça peut être, ils se sentent pas pareil. Il y a beaucoup de situations de pourquoi les gens ils vont pas dans des conférences comme ça. Puis moi, je me suis dit, tu sais quoi, comme j'ai appris l'information, je l'ai mis en application et j'ai eu beaucoup de succès pour où est-ce que je suis rendu dans ma vie. Ouais. Comme, laisse-moi partager cette information-là. Tu comprends? Puis l'information que moi je partage, c'est sur où est-ce que j'ai eu du succès. Tu comprends? Je suis pas encore là, je peux pas encore parler de multilogement parce que je me suis pas rendu là. Tu comprends? Ouais. Mais je peux te parler de flip de promesses d'achat parce que je comprends le domaine. Tu comprends? Je peux te parler de flip parce que je comprends le domaine. Mais le multilogement, pour moi, c'est une autre game. Pour moi, c'est l'université. Là. Ouais. Je suis pas encore rendu à l'université, je suis encore au primaire. Yeah. Mais le primaire, il y a beaucoup d'argent à se faire au primaire. Yeah. Puis c'est ce que moi, j'enseigne aux autres si t'as pas l'argent, si t'as pas un bon crédit, si t'as pas les ressources, ben, commence par les flips de promesses d'achat. L'immobilier t'intéresse. Pour moi, c'est le moins risqué dans le domaine de rentrer dans l'immobilier. C'est pour ça, moi, ça m'a passionné beaucoup les flips de promesses d'achat parce que j'avais pas l'argent quand j'ai commencé. Yeah. Puis c'est pour moi le moyen le plus facile de commencer quand t'as pas d'argent. So, la raison de pourquoi moi j'ai créé ce programme-là, j'ai créé cette formation-là, parce que, je voulais être une référence dans ma communauté, des jeunes qui disent que, OK, est-ce qu'il y a moyen de réussir de façon légale au Québec? Ben, je voulais être cette personne-là qui montre que c'est possible, qui montre qu'il y a cette possibilité-là d'avancer, de réussir, peu importe ton background, peu importe que tu as fait de l'argent illégal avant, que tu faisais pas d'argent, que tu travailles un 9 à 5, peu importe où est-ce que tu viens, il y a cette opportunité-là qui est là, puis que je vois mes élèves, là, ils font de l'argent. J'ai un élève, il a fait au moins 100 000 là, depuis qu'il a commencé. J'ai un couple, 2 parents, bien normal. Là. Ils ont eu 2 enfants, ils habitent dans un appartement, ils ont fait un wholesale, ils ont fait 14 000 $. Je suis content de voir ces résultats-là parce que je l'ai fait moi-même. Yeah. Je comprends que moi, je sais que ça fonctionne. Puis les gens des autres communautés qui sont dans l'immobilier, ils savent très bien que ça fonctionne. Ils vivent de ça, ils sont multimillionnaires de ce domaine-là. Moi, je me suis dit, je veux être cette personne-là qui partage cette information. Yeah. Non, c'est important. Puis comme tu as dit, le secteur de l'immobilier, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens même se restreignent ou se freinent de rentrer là-dedans parce qu'ils pensent qu'il leur faut beaucoup d'argent justement pour investir. Et avec ce que tu dis, les flips de promesses d'achat, comme tu as dit, tu as commencé, tu n'avais pas d'argent, tu vois. Alors, c'est une solution que pour un début, pour quelqu'un, peut-être quelqu'un a un goal que, OK, ouais, je veux faire ça pour
stack un certain montant d'argent 100%. pour après pouvoir m'acheter un Exact. certain logement. Puis Exact. t'es good avec ça, tu vois. Mais c'est un peu tout le monde qui a l'accès ou l'opportunité de pouvoir commencer là-dedans. Ouais. Si t'as faim, si t'es prêt à passer à l'action, parce que pour moi, c'est pas de l'investissement immobilier, c'est vraiment tu deviens un entrepreneur qui utilise l'immobilier comme véhicule. Yeah. So, faut que tu sois un hard worker. Faut que tu n'aies pas peur de passer à l'action, de faire des appels, de cogner des portes, de serrer des poignées de main, de t'introduire, de parler. Si tu es prêt à faire ces actions-là, no matter what, ça va payer off, tu comprends? Yeah. C'est impossible de travailler fort puis de pas générer des revenus. Tu comprends, dans ce domaine-là, puis t'as pas besoin de faire ça à temps plein. Qu'aujourd'hui, je ne travaille pas à temps plein. Tu comprends? So, c'est quelque chose que n'importe qui est Comme même willing. quelqu'un qui a un emploi pourrait Quelqu'un faire ça. qui a un dans le fond. emploi, tous les gens, la majorité de mes étudiants, ils ont tous des emplois. Ouais. Ils travaillent à 9 à 5, puis ils font juste un extra income. So, moi, j'apporte cette solution de, hey, tu mets des actions, tu mets dans ton horaire, tu dis, OK, moi, j'ai 10 heures, 15 heures par semaine dans mon horaire, dans mon agenda, pour faire des actions dans l'immobilier. L'immobilier va prendre le temps que tu as à l'allouer, tu comprends? Ouais. Puis je te garantis qu'il va payer. Là. Ok. J'aimerais toucher, là, tu vois, on a parlé un peu des belles choses, mais j'aimerais un peu savoir c'est quoi les difficultés que tu rencontres, peut-être dans ton day-to-day ou justement dans ton parcours que tu as rencontré au niveau de l'immobilier ou autre. Bon, il y en a tellement, man. Wow. Juste l'année passée, honnêtement, si c'était pas que j'ai, en tant que chrétien, j'ai une foi solide, bon, je sais pas comment j'aurais passé à travers ça. Là. L'année passée, je pense, un petit peu tout le monde dans le domaine immobilier, ils ont pris ils ont frappé un bon mur là, à cause de la hausse des taux d'intérêt. Il y a des gens qui avaient pris des prêts puis que ils n'étaient pas capables de soit vendre leur projet parce que les taux d'intérêt sont super hauts puis que les gens ne pouvaient plus se qualifier, soit que les paiements mensuels hypothécaires sont trop élevés. Il y a tellement eu de situations puis qui ont fait en sorte que beaucoup ont frappé des murs. Toi, comme moi, j'ai frappé des murs, mais je l'ai frappé à mon niveau, tu comprends? Mais il y a des gens qui étaient dans des millions et des millions et des millions de dollars qu'ils ont frappé des gros murs. Là. Dépendamment de où est-ce que tu étais rendu dans ton parcours immobilier, ben, ça a été une rough année. Hein. Honnêtement, si c'était pas... je peux vraiment dire, c'est grâce à Dieu que j'ai réussi à passer à travers cette année. La façon que j'ai rentré et puis la façon que je suis sorti, c'était deux parallèles complètement différentes. Là. So, une des challenges que je pense qu'on peut... Surtout dans le domaine immobilier, c'est soit vraiment le manque d'argent ou que pour finaliser tes rénovations... un manque d'argent pour payer tes frais d'hiver, ou tu as des projets que, OK, tu as fini, mais là, c'est le temps de vendre. Et ça se vend pas parce que le taux était élevé. So, moi, j'ai passé un petit peu partout ça l'année passée. Puis, honnêtement, bro, c'est tough quand tu as beaucoup de paiements à faire, mais tu n'as pas d'argent qui rentre. Bro, c'est très difficile. So. Je pense que dans ma petite carrière là, d'immobilier, ça fait quoi, 4 ans et demi maintenant que je suis là-dedans, ça a été la pire de mes années. Puis, mais grâce à Dieu, bro, moi, j'ai laissé ça dans les mains de Dieu, bro. J'ai dit, bro, one day at a time, man. One day at a time, on va passer à travers. Puis, on va survivre. Puis, bro, la façon que je suis rentré, la façon que je suis sorti 2023, bro, c'est juste Dieu qui a pu faire ce miracle-là, parce que c'était tough. Gros testimony. Mais j'aimerais aussi savoir, comme c'est quoi un peu qui t'a poussé justement à donner ta vie à Christ? Est-ce que c'était comme un peu un événement soudain ou c'est plus à travers le temps? Très bonne question. Puis ça, je pense que ça va faire peut-être des débats, là. Moi, je viens comment je peux dire? D'une nationalité qui croit beaucoup à l'autre côté. Le vaudou, la sorcellerie. Puis très jeune dans ma vie, j'ai vu ça. Tu comprends? Puis que tu veux y croire ou pas, ça existe. Tu comprends? So, moi, j'ai grandi beaucoup avec ça dans ma famille, et beaucoup de gens qui étaient là-dedans. So, moi, j'ai grandi avec ça. Tu comprends? So, toute ma vie, j'ai eu peur de ça. Parce que j'avais pas la compréhension, je comprenais pas, j'étais jeune. Toute ma vie, j'ai eu peur de ça. Jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui m'invite à l'église. Puis,
j'étais ouvert à aller voir, tu comprends? J'ai pas grandi à l'église, moi. J'avais une grand-mère que je pense que c'est la seule de ma famille qui est chrétienne. Puis, elle m'avait exposé à l'évangile plus jeune. Mais quand t'es jeune, tu vas à l'église. Quand t'es vieux, t'es comme, bro. Tu comprends? C'est pas... j'aimais la louange, tu comprends? J'aimais ça. Je me rappelle que ça m'avait toujours captivé, cette louange-là. Le rythme, les paroles. Très jeune, ça m'avait captivé. Quand à 18 ans, justement, en même temps que je quittais qu'on m'avait mis dehors de l'école, c'est en même temps que on m'avait invité à l'église, que je démarrais la business de café. Tout est un petit peu arrivé en même temps. Puis la journée même que j'ai été exposé à l'évangile, d'un âge adulte, j'ai su que c'était vrai. J'ai su que c'était que c'était un message d'amour, que c'était un message qui était réel parce que je connaissais le Other Side. Tu comprends? Moi, ça n'a pas été difficile de croire est-ce que Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Est-ce que il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Est-ce que le diable existe? Tu comprends? Moi, j'ai vu des choses. J'ai assisté à des choses. Très rapidement, j'ai pu... Dès que j'ai été invité à l'église, j'ai su que c'était for real. Puis sur ça m'a donné le boost ou l'énergie, la confiance de suivre ce chemin-là. La Bible dit que, ou Jésus dit que je suis le chemin, la vie, la vérité. Puis c'est vrai. J'ai été délivré de so many stuff depuis que j'ai donné ma vie à Dieu que comme c'est impossible de pas y croire. C'est juste être là dans cette chose-là, te parler, comme sortir de mon ancienne vie à la vie que je suis aujourd'hui, comme un gars qui faisait de l'argent illégal à maintenant qui a donné sa vie à Dieu puis qui développe, qui veut aider les gens. Ça, c'est deux Jeff complètement différentes là. C'est la vraie différence entre pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un avant puis il y a quand j'ai rencontré Jésus-Christ, là, qu'est-ce qui m'a fait donner ma vie à Dieu, c'est vraiment ça, là. Je savais que l'autre côté existait, je me suis dit, bon, c'est pas le chemin que je veux pour ma vie. Pour moi, c'était un no-brainer, là. Non, c'est big, justement, et quand t'as cette expérience-là personnelle, justement, tu sais, comme... Il n'y a aucun doute que c'est réel donc, dans ce que tu crois, tu vois. Et je pense que tout le monde a justement sa marche avec Christ. Tout le monde vient à connaître Christ de manière différente, mais une fois qu'il te prend, comme il te prend comme t'es, mais il te laisse jamais comme t'es, tu comprends? Il va te transformer. Sans même que tu le saches, tu vas juste voir des affaires en train de changer dans ta vie, puis t'es comme, wow. Mais j'aimerais toucher sur ça un peu aussi. Tu vois, comme la Bible dit que tu peux pas servir Dieu et l'argent. Et quand j'étais jeune, c'était souvent quelque chose qui me bloquait. Genre avant que comme je connaisse réellement Christ, j'ai une relation avec lui, c'était quelque chose qui me bloquait. J'étais comme, comment je peux pas servir Dieu et l'argent? C'est dire, ok, je dois être pauvre, tu vois, et tout ça. Très bonne Alors question, pour moi, j'aimerais te demander justement, comment est-ce que tu restes humble et que tu laisses pas vraiment comme tes possessions matérielles prendre le dessus? Et est-ce qu'il y a un moment justement, peut-être dans ta vie chrétienne, que à un moment donné, tu as commencé à faire l'argent puis tu étais comme, yeah, I got this, puis là, tu as laissé un peu Dieu de côté. Ben oui, bro. J'ai vraiment... Mes deux premières années dans l'immobilier, bro, wow. C'était... Puis c'est arrivé de façon tellement subtile que Covid est arrivé, j'ai arrêté d'aller à l'église, c'était passé une mauvaise situation dans mon ancienne église, où j'avais cette... Peut-être c'est dire cette amertume ou pas dire cette haine, mais ce froid-là que j'avais envers l'église. J'étais comme, bro, surtout un peu ce que, comme, j'avais quitté, j'allais plus à l'église, mais j'avais pas y a personne qui m'appelait. J'étais comme, tu sais quoi, bro? C'est juste me and myself. Puis, tu sais quoi? Moi, j'ai juste mis mon énergie dans mon grind. So, en faisant ça, en mettant mon énergie dans mon grind, j'étais plus soucieux de ok, qu'est-ce qui se passe à l'église, qu'est-ce que mon pasteur va dire, qu'est-ce que telle personne va dire, tu comprends? C'était vraiment juste, bro, en mode action, en mode work, en mode essayer de changer ma vie. Puis quand tu commences à faire de l'argent, tu commences à rentrer dans des cercles
que d'autres personnes qui font de l'argent. Tu comprends? Puis j'ai commencé à rentrer dans des cercles de voir d'autres personnes qui font de l'argent, puis à faire la fête. Puis c'est toutes des choses que j'avais arrêtées. Puis que, en n'allant plus à l'église, ben, j'ai recommencé. J'ai commencé à faire la fête, dépenser pour des conneries, aller dans des places que j'allais pas avant, tu comprends? J'ai rentré dans des cercles que j'étais plus... Dans le temps, c'était plus mes intérêts, puis que tout d'un coup, j'étais back là-dedans. Yeah. Puis inconsciemment, tu comprends? Inconsciemment, j'ai commencé à plus me soucier réellement. J'ai arrêté de donner ma dîme. J'ai arrêté d'être soucieux des affaires de Dieu. Ouais. Puis ça, bro, je pense, ça a été oh, je peux dire j'ai laissé... Puis j'ai eu une conversation un peu avec Dieu. Je me suis dit, c'est comme... Comment je suis tombé là? Ouais. Comment je suis tombé là-dedans? Puis j'étais comme... Il y avait le verset qui dit que tu peux pas, justement, servir Dieu puis servir maman, tu comprends? Puis j'étais comme, bro, comme je suis pas... J'avais comme cette conscience-là de... Yo, jamais je vais servir maman, tu comprends? Jamais je vais servir le diable. Je suis pas con non plus. J'avais pas renié Dieu. J'étais comme, bro... Mais Dieu me disait toujours, Jeff, t'as arrêté de me servir, t'as commencé à servir maman. Puis j'ai vraiment deep down sur comment Jeff a commencé à servir maman. Puis Dieu m'a révélé que t'as commencé à servir maman dans où est-ce que tu dépensais ton argent. Ok. Puis j'étais comme shit. Bon. Quand j'ai commencé à juste voir où est-ce que je dépensais mon argent, dans les clubs, dans l'alcool, dans les femmes, dans tout ce qui ne glorifiait pas la gloire de Dieu. Puis j'étais comme shit. Ok, c'est vrai. Puis c'est inconsciemment, tu comprends? Ouais. J'ai commencé à retomber dans mes anciennes habitudes. Puis après, bro, aussitôt que j'ai compris ça, aussitôt que j'ai frappé ce mur-là puis tout ça, c'est arrivé, je pense, en 2023, là, quand c'était le bordel. C'est là que j'ai eu un vrai face-to-face avec moi-même pour essayer de comprendre comment je suis tombé là-dedans. Genre. Puis j'ai eu des conversations avec Dieu qui m'a vraiment révélé des choses. J'étais comme, wow. Puis après, j'ai commencé à comprendre faire des études que, OK, Dieu, il aime les riches aussi. Puis tu vas voir, en lisant la parole, en lisant les évangiles, tu peux comprendre qu'il y a une histoire entre c'est quoi cette histoire-là? C'est un gars qui était un sans-abri, qui était devant la maison d'un riche. Puis quand les deux sont morts, ben, le riche est allé en enfer, puis le pauvre est allé au paradis. Puis le riche était comme, bro, comment ça je suis en enfer, tu comprends? Puis parce qu'il n'avait pas aidé le pauvre avec son argent, avec ses capacités financières, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Puis après, en lisant la parole, tu peux réaliser qu'il y a des hommes riches qui étaient en faveur de Dieu. Il y a des hommes riches que Dieu a aimés, qui ont été au ciel, parce qu'eux, ils comprenaient le pouvoir de redonner. Puis en faisant des recherches, j'ai compris que Dieu n'aime pas les greedy. Dieu n'aime pas les gens avares. Dieu n'aime pas les gens qui sont peignes, qui n'aiment pas redonner, qui n'aiment pas être généreux. Puis c'est ça qu'on parle de l'amour à l'argent, de quelqu'un qui a de l'argent, mais qui ne veut pas le donner à personne, qui ne veut pas aider son frère, qui ne veut pas aider sa sœur, qui ne veut pas payer le loyer de quelqu'un, qui ne veut pas acheter une voiture pour quelqu'un, qui ne veut pas donner sa dîme. Ça, c'est toutes des choses que, en faisant mes recherches dans la parole, j'étais comme... Il y a tellement de knowledge dans la Bible que... Non, c'est fou. Puis même, tu réalises comment Dieu nous donne tous des talents. Je pense que c'est comme la parabole des talents, comme où Dieu avait donné ça à quelqu'un, 3 pièces d'argent, l'autre 2, l'autre 1. Puis il y avait une personne qui avait caché, puis il avait rien fait parce qu'il avait peur. Il a dit, oh, tiens. Mais là, le maître l'a dit comme si, yo, bouge, tu vois, t'as rien fait avec ce que je t'ai donné. Alors, Dieu place tous genre des dons à l'intérieur de nous et c'est nous à l'utiliser justement pour faire agrandir son royaume. Tu comprends? Comme si tu fais ton argent puis tu es capable de réinvestir, on parlait justement de la dîme. Quand même pour moi, pour ne pas mentir, c'était quelque chose... des fois, tu run short, je suis comme, est-ce que je vais vraiment donner ma dîme? Mais quand tu comprends que tu investis genre dans la maison de Dieu, t'es comme... C'est quelque chose que je veux que je fasse. Puis tout ce que je reçois, c'est une bénédiction, c'est une grâce qui vient de Dieu. Mais c'est la seule place dans la Bible qui te dit, teste-moi, man.
Yeah. Que Dieu te dit, yo, teste-moi avec tes finances. Teste-moi. Mets-moi de la sorte à l'épreuve, tu verras pas si j'ouvre les écluses dessus pour toi. Yeah. Puis yo, moi, je suis un gars, bro, qui teste Dieu, bro. Bro, moi, je suis un fou, bro. Je suis un fou. Quand j'entends des fois mon pasteur, bro, moi, c'est à cause de mon pasteur. Mon pasteur, des fois, bro, il vidait le bank account, bro. Il vidait le bank account, puis yo, pas 10 good, là. Pas $10, bro. Des centaines et des centaines de milliers, puis il donne, là. J'étais comme, bro, let's go. Puis là, j'ai décidé de... Récemment, là, Dieu m'a révélé un truc, bro, de faire un acte de foi, là. So, je te donnerai une update de faire un sacrifice, mais il faut que tu sois rendu là. Non, c'est ça. Faut que tu sois rendu là. Dans ta croissance spirituelle, Ouais, exactement. exact. Puis, tu as touché un peu un truc, justement, tu as dit, quand c'était un peu COVID, quand tu as arrêté d'aller à l'église, il y avait eu une certaine situation. Comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, comme on appelle ça, genre church hurt, il y a une certaine blessure, un certain froid qui s'est passé à une église, et que directement, ils sont comme ça affecte leur vie spirituelle. Ils sont comme, OK, ouais, moi maintenant, je trust plus les églises, je trust plus rien. C'est vrai. Mais c'est, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est de savoir que personne n'est parfait, tu vois. Comme si dans toute église que tu vas aller, il va y avoir quelque chose que tu vois, peut-être tu as moins aimé, mais c'est comprendre comme on est le corps de Christ. C'est quoi le changement que toi, tu peux faire? Et que même si on va dire tu as une situation dans cette église-là, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois arrêter ta croissance avec le Seigneur. Tu comprends? Dieu t'a rien fait. Là. So, c'est important quand même. Je pense que beaucoup de gens, comme des chrétiens, ils disent comme moi, ils vont plus à l'église parce que telle situation est arrivée, mais c'est comme... Tu dois trouver une maison où tu vas être et où tu vas servir également. 100%. Parce qu'on reçoit tellement de trucs de Dieu, mais si on veut pas redonner pour te servir dans sa maison, c'est comme... C'est selfish de notre part, type thing. C'est fou parce que... Dis-toi que l'église, c'est un hôpital. Puis, c'est Dieu le vrai médecin de cet hôpital-là. Tu comprends? So, chaque personne dans une église ont des blessures, ont des situations. Il n'y a personne de parfait. Même pas le pasteur là, qui est là, qui prêche l'évangile. Il n'y a personne de parfait. Seul Dieu qui est parfait. Puis moi, j'ai la misère avec ça que, toi, moi, on m'a blessé à l'église. Mais j'ai pas... je me suis pas dit, plus jamais je retourne à l'église. Plus jamais je vais m'asseoir. Même quand on m'avait blessé dans mon ancienne église, bro, j'étais là, bro. Le dimanche suivant, j'étais là. J'étais là, bro. Je me suis dit, je viens pas à l'église pour les gens. Je viens à l'église pour ma vie personnelle. Je viens à l'église pour ma relation avec Dieu, pour apprendre, pour développer. Puis, moi, je trouve ça dommage que... Il y a plein de gens qui travaillent dans des emplois que leurs collègues les blessent. Leurs patrons sont méchants avec eux. Mais ils restent-ils là? Faudrait. Parce qu'ils ont besoin de l'argent que leur patron leur donne. Là. Puis je trouve ça ridicule, c'est vrai. Que t'es là, t'es à ta job, t'es dans ton 9 à 5, puis tes collègues ils te font chier, tes collègues te maltraitent, ton boss te maltraite, mais t'es là parce que tu te dis j'ai besoin de l'argent. Mais quand c'est le temps d'aller à l'église, les gens sont bizarres, les gens sont méchants, je vais pas rester là. C'est la seule place réelle que tu vas pouvoir guérir. C'est la seule place réelle que tu vas pouvoir avoir un vrai changement dans ta vie. Non, c'est fact. Il y a un dicton qui dit souvent que tu es la somme des 5 personnes avec qui tu traînes. Alors, ça m'amène un peu à 2 questions. J'aimerais savoir... Parce que... Bon, attends. Il y a un dicton qui dit qu'on est la somme des 5 personnes, justement, qu'on côtoie. J'aimerais savoir c'est quoi, justement, l'importance que toi, tu trouves à avoir des amis chrétiens autour de toi. Et en même temps aussi, on est appelé à être la lumière du monde, tu comprends, le sel de la terre. Comment tu choisis quel ami, on va dire, même s'ils ne sont pas encore convertis, ils n'ont pas donné leur vie à Christ, comment tu choisis quel genre d'amis à garder dans ton cercle et quel autre ami aussi, comme t'éloigner, les aimer, mais à distance, parce que nécessairement, il est un peu ça. C'est une bonne question. Tu vois, moi, lately, je suis beaucoup dans... est-ce que tu veux aller à la même place que moi je veux aller? Tu comprends? Moi, je m'en vais là-bas. Où est-ce que moi je m'en vais, ou le type de picture que je me suis fait, est-ce que ce picture-là, il t'intéresse? S'il t'intéresse pas, comme... ça me sert à rien de trop entertain cette relation, tu comprends? Si t'as pas la même vision, t'as pas les mêmes objectifs, surtout aujourd'hui, pour pas perdre trop de temps, ça me sert à rien vraiment de côtoyer ou de rester avec toi. Puis, dans ce chemin-là, maintenant, il y a des gens qui vont dire oui, ça m'intéresse,
Il y a des gens qui vont dire non, ça m'intéresse. Il y a des gens qui vont dire oui, ça m'intéresse, mais leurs caractères ne sont pas... comment je pourrais dire ça? Ça reflète pas ou... Exact, ça, leur caractère ou leur agissement ne reflète pas. Puis j'ai eu des gens qui aussi, ils mentent, ils te trahissent, ils te blessent, sachant où est-ce que tu veux aller, puis qui soit te backstab. Il y a de tout, là. Puis c'est important de... C'est pour ça que je trouve ta relation avec Dieu est très, très, très importante, parce que il faut que tu aies le cœur de pardonner ces gens-là, veut pas. Tu comprends? D'être cette lumière, veut pas. Moi, que tu sois... que je côtoie des gens qui sont beaucoup plus loin que moi, ou des gens qui sont moins loin que moi, je les aime tout le monde. Si t'es dans la même vision, t'es dans le même... t'es prêt soit à apprendre ou t'es prêt à enseigner, moi, je côtoie, j'aime aider les gens, puis j'aime me faire aider par des gens qui sont prêts à aider. C'est facile pour moi de garder ces gens-là proches de moi, surtout si tu veux vibrer sur la même énergie, sur les mêmes valeurs, la même volonté. Est-ce que tu as ces valeurs d'honnêteté, tu as ces valeurs de réussir? Est-ce que c'est important pour toi d'aider les autres, que ce soit financier, que ce soit de ton temps, que ce soit de tes talents, peu importe. Moi, si tu es dans cette même énergie-là de vouloir plus, moi, j'ai pas de problème avec les gens. Non, c'est vraiment une bonne approche à avoir, justement. Au début, tu as parlé un peu comment tes parents se sont séparés, justement, quand tu étais plus jeune. J'aimerais savoir... tout d'abord, j'aimerais te féliciter parce que j'ai vu que tu es fiancé. Merci, bro. So, félicitations pour toi. La plus belle femme du monde, man. Yes. So, j'aimerais savoir un peu, est-ce que tes parents, le fait qu'ils sont séparés quand tu étais plus jeune, ça a affecté un peu ta vision du mariage? Bro, 100%, bro. D'autant, moi, mes parents n'étaient même pas mariés. Puis... très jeune, pour moi, comme des relations, j'ai vu beaucoup de relations toxiques. J'ai grandi dans ça, là. Que ce soit dans ma famille, que ce soit mes propres parents directement. Les relations toxiques, j'ai baigné là-dedans. Là. So, moi, avant que je vais à l'église, moi, le mariage, c'était pas... ça rentrait pas en ligne de compte. Là. Créer des relations, avoir des relations saines, c'était été très, très, très difficile parce que ce que je voyais autour de moi, c'était que du négatif. Des chicanes, des batailles, des disputes, des trahisons, la violence. J'ai grandi dans une atmosphère très, très noire. Là. Là, je peux juste dire que c'est grâce à Dieu que je suis là aujourd'hui parce que ça m'a permis de voir un nouveau monde. Ma relation avec Dieu, l'Église m'a permis de voir un nouveau monde, de voir que des couples sains, ça existe. Juste ça, là, de voir que un couple sain, en santé, qui s'aime, qui propage l'amour, qui partage le bien-être, qui élève ses enfants dans le droit chemin, ça existe. Malheureusement, dans la communauté, je pense, moi je suis haïtien, dans la communauté haïtienne, c'est très rare, là. Beaucoup de parents ne sont... Tous les pères ne sont pas dans la vie des enfants ou ne sont plus avec la mère des enfants. C'est très, 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 ça a été très, très, très difficile de croire à ça quand j'ai grandi. C'est vraiment grâce à ma relation avec Dieu, grâce à moi, j'ai fait beaucoup comment on appelle ça? De thérapie, de réflexion, d'études sur OK, qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère et mon père, c'est les relations que ma mère avait, que mon père avait. J'ai fait beaucoup d'études, voir. Rétrospective, tout ça. Puis définitivement, comme cette relation-là de mes parents m'ont permis de voir, OK, qu'est-ce que je veux pour ma vie, puis qu'est-ce que je veux pas pour ma vie. Puis la relation qu'eux, ils ont eue, je savais que je voulais pas ça pour ma vie. Moi, j'étais willing d'apprendre. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup... les gens ne sont pas prêts à faire ce travail-là, d'apprendre sur les relations. De la même façon que j'apprends pour moi sur l'entrepreneuriat, apprendre des gens qui réussissent, mais pour moi, l'amour, c'est aussi important. Je crois à l'amour, je veux développer une famille,
mais je veux pas divorcer. Tu comprends? Je veux pas faire partie d'une histoire d'échec relationnel. So, moi, je crois beaucoup maintenant au mariage parce que j'ai étudié ça, j'ai lu des livres sur ça, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté des prédications sur les relations, puis j'ai pris des cours sur les relations. So, moi, je crois beaucoup à ça maintenant parce que j'ai fait le travail et je continue de faire le travail d'apprendre. J'ai pas grandi là-dedans, so je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi une relation saine parce que j'ai pas grandi là-dedans. So, j'ai pas le choix d'apprendre des gens qui ont des relations saines. So, mais justement, c'est ça, je trouve que c'est important justement de notre génération aussi. Beaucoup de gens, s'ils voient quelque chose où ils expérimentent, ils ont une expérience justement, une relation qui était toxique, ils se limitent à ça puis ils se disent, bon, tout le monde est comme ça, rien de bon, les relations c'est pas bon, le mariage c'est pas bon, mais de prendre le temps, comme tu as dit, toi, tu es parti thérapie, tu as lu des livres, tu as lu des prédications, tu as demandé de l'aide, tu as analysé des gens qui étaient dans des relations justement heureuses de mariage. Comment vous avez fait ça? Genre, prendre le temps de prendre ce discipleship-là, je pense que c'est vraiment important, genre, tu comprends? Parce que dans une relation, tu viens avec tes bagages, l'autre personne vient avec ses bagages aussi. Puis une fois que vous êtes ensemble, vous apportez vous deux vos bagages. Vous devez comme faire votre travail personnel 100%. Pour être capable justement de vous aider et marcher dans la lignée que vous êtes appelé à aller. Récemment, je pense que c'était le mois passé ou il y a peut-être 2 mois, j'ai participé justement à ta première conférence, Blueprint to the Big Deal. Blueprint to Big Deal. So, j'aimerais un peu savoir pour toi, comme, est-ce que c'était stressant justement et comment tu as pu travailler justement sur tes compétences d'orateur, parler devant un grand public parce que c'était pack là. Ouais. Bro, comment j'ai fait pour apprendre à parler en public? Bro, j'ai appris, man. Bro, dis-toi, il n'y a rien que Jeff est venu qui a inventé. J'ai pris des cours, j'ai pris des formations, j'ai pratiqué. Avant, que ce soit même avant la conférence, bro, j'avais déjà prêché dans mon église, j'ai prêché l'évangile au moins 3 à 4 fois devant un public. Dans mon ancienne business, je devais faire des présentations devant les gens, je devais pratiquer, je devais sortir de ma zone de confort. Je pense que c'est une des peurs les plus élevées au monde, parler devant le public. Puis je me suis dit, moi, j'étais prêt à apprendre ça. C'est très difficile, bro. C'est très stressant. Même en conférence, bro, je chie sur moi. C'est stressant, mais je me dis toujours que j'ai un message à partager. Je veux surtout, je veux être vocal pour ma communauté. Moi, j'ai levé la main, j'ai dit oui, je vais partager de l'information. Il faut que tu sois prêt à apprendre. Il faut que tu sois prêt à apprendre comment communiquer, comment écouter beaucoup. Moi, je suis un gars que j'écoute beaucoup plus que je parle. Toutes ces choses-là sont importantes. Puis, honnêtement, je m'attendais même pas qu'il y a 400 personnes. Tu comprends, à la conférence. Puis, quand c'est un de mes amis justement qui m'a aidé à organiser cette conférence-là. J'ai pris un cours avec lui, qui lui avait déjà fait ça. Puis il m'a aidé à monter tout ça. Il y avait moi, il y avait Alex, mon partenaire, il y avait Raymond Abre, qui lui aussi c'est un entrepreneur. Puis c'est lui qui nous a aidé à monter tout ça. Puis honnêtement, j'aurais jamais fait ça sans lui. Moi, dans ma tête, j'allais jamais faire de conférence si c'était pas à cause de Raymond. Puis voir le résultat après, je suis comme shit. Heureusement, je me suis lancé, j'ai essayé, puis le résultat est revenu. Non, ça a touché... 400 personnes, je m'attendais pas à ça. Là. Ça a touché beaucoup de gens pour de vrai. Puis même être là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu voyais des gens de différentes tranches d'âge. Tu voyais des gens plus vieux, tu voyais des gens plus jeunes aussi avec une soif d'apprendre. Puis pour moi, ce que j'ai vraiment aimé, je te voyais sur le stage. J'ai vu un de tes invités spéciaux également, c'était Tony. C'est de voir comme 2 personnes avec qui on a grandi dans le même quartier, tu vois, qui sont successful dans ce qu'ils font. Bref, c'était big. En plus, Tony est venu dans le podcast. Aussi, vous avez pas écouté le podcast avec Tony. Allez écouter ça, vous allez écouter. Tony, là, c'est un gars sérieux. Ce gars-là, bro, il fait des affaires sérieuses, man. Bro, ça, c'est un exemple à suivre dans notre communauté, bro. Puis à la même âge que nous, il est jeune. Bro, moi, j'aime ça, des histoires comme ça, bro. Des gars qui viennent du même quartier que nous, mais qui font des big things. Moi, là, bro, je suis en appréciation, man. Puis qui a pas peur de parler de ce qu'il fait. Pour moi, big love pour lui, man. Non, c'est ça. Mais sinon, Jeff, j'aimerais un peu, si tu peux nous expliquer
pour wrap up un peu, c'est quoi les next big things qui arrivent pour Jeffrey? S'il y a des trucs que les gens devraient tune in dans tes réseaux ou quoi que ce soit. Et, le prochain big thing qui s'en vient, c'est mon mariage. Yes. Ça, c'est la prochaine grosse chose qui s'en vient dans ma vie. Nouveau monde, nouvelle réalité que j'ai hâte de embrace. So, définitivement ça. Ensuite, après, c'est vraiment, je pense que je suis dans une bonne lignée de continuer de développer le parc immobilier, continuer de grandir mon école, continuer d'aider plus de personnes, puis de continuer d'apprendre sur ce que je suis en train de faire, qui est l'immobilier, deep down sur ça. J'aimerais commencer à faire des projets de nouvelles constructions, rentrer dans ce domaine-là, apprendre. Ça, le fait que c'est un autre monde. Je dois retourner à l'école juste pour apprendre ça, tu comprends? C'est une nouvelle réalité. Vraiment juste continuer que ce que je fais. Je pense que je suis encore très loin de où est-ce que je veux être dans la vie, mais je suis très loin de où est-ce que j'ai commencé. Je me dis, bro, juste avancer, man. Avancer, man. Sinon, c'est avant de finir, si tu veux, shout-out ou laisser savoir où les gens peuvent te trouver sur les réseaux, si les gens veulent avoir accès à tes formations. Tout le monde peut m'écrire sur Instagram, HJMillion. Je réponds à tout le monde qui m'écrit. Sinon, Jeffrey Pierre sur Facebook. TikTok, HJMillion. Je pense que les gens peuvent m'écrire. écoledelimmobilier.ca sur Internet. Il y a mes informations, il y a les prix, il y a tout. Mais honnêtement, bro, moi, j'aimerais te féliciter, bro. Te féliciter pour ce que tu es en train de faire. Te féliciter pour ta nouvelle vie après le basket. Je sais que tu es un grand joueur de basket. Puis je pense que ce que tu es en train de faire présentement, bro, ça a du vrai poids dans la communauté. Je pense que l'ère de l'information est très, très, très importante, et la bonne information, interviewer les bonnes personnes. J'ai vu que tu as interviewé un médecin, tu as interviewé Tony. C'est des gens de la communauté qui ont passé par les mêmes struggles que nous, tu comprends? Exactement. Puis que t'as pas peur d'aller les approcher, de leur faire partager leur histoire. Puis je pense qu'on a besoin de ça. Des gens de la communauté qui partagent leur histoire, qui montrent à la prochaine génération que c'est possible. Dans différents domaines aussi. Exact, dans différents domaines. Puis que c'est possible à Montréal. Moi, c'est ce que j'essaie de promouvoir beaucoup, que c'est possible à Montréal. Si je regarde à Atlanta, c'est la ville avec le plus grand nombre de millionnaires noirs. C'est fou, là. Puis je me dis, si eux sont capables de le faire, on est capable de le faire aussi. Exactement. Non, bro, félicitations. Respect, mon frère. Keep grinding. Continue, bro. Puis ce podcast va aller très, très loin, man. Alors, voici, c'est la fin de cet épisode de Brains Need Fuel. Alors, l'épisode va être disponible sur toutes vos plateformes de streaming. L'épisode va être également disponible sur YouTube. Juste soyez sûr de me suivre sur Instagram, TikTok, YouTube Short pour ne rien manquer.